Et l'invité de France Info ce matin est Rachida Dati, ancienne ministre, députée européenne et maire du 7e arrondissement de Paris. Jean-Michel Apathy. Bonjour Rachida Dati. Bonjour. Emmanuel Macron était l'invité de France 2 hier soir. Plusieurs sujets ont été abordés. La Syrie, la réforme du Code du travail, aussi l'environnement. Et à ce propos, Emmanuel Macron a défini sa position personnelle par rapport à l'environnement. Il n'a pas toujours été écolo, Emmanuel Macron. On l'écoute. Moi, c'est vrai que je ne suis pas un activiste du climat depuis des décennies. Il y a des gens qui m'ont convaincu. J'ai changé de point de vue sur beaucoup de sujets. Sur des sujets structurants, il y a des sujets qui n'étaient pas... le glyphosate, par exemple, n'était pas un sujet avant la campagne présidentielle qui faisait partie de mon quotidien. J'ai lu, j'ai écouté, j'ai appris. Je suis aujourd'hui convaincu profondément qu'on peut avoir un dynamisme économique et une exigence climatique. Au moins, il ne se vante pas, Emmanuel Macron. Il n'a pas toujours été écolo. Il a discuté, il a écouté des gens. Vous avez fait, vous, un chemin pareil ou vous êtes assez indifférente à ces problèmes ? Je me souviens de la campagne de 2007 et pour cause, j'étais porte-parole de Nicolas Sarkozy. Et c'est vrai que les questions environnementales n'étaient pas au cœur du débat. Moi, je me souviens, même moi, en tant que porte-parole, j'étais pas très à l'aise sur ces questions. Moi, je suis plus portée sur les questions régaliennes. Mais c'est vrai que Nicolas Sarkozy lui-même avait reconnu en disant, c'est vrai que les questions environnementales n'étaient pas non plus... Enfin, il aurait pu dire la même chose que ce que vient de dire. Nicolas Sarkozy avait fait le Grenelle de l'environnement. Voilà. Et après, 3 ans après, il avait dit ras-le-bol de l'écologie. D'accord. Ah, si. De toute façon, tout ce qu'a dit Nicolas Sarkozy, c'est pas bien. Tout ce qu'il a fait, c'est mal. Ce président est formidable. Il a tout fait ce que n'ont pas fait les autres. Lui, il travaille, les autres n'ont rien fait du tout. Le Grenelle de l'environnement, si ça, c'est pas une avancée, on vit sur le Grenelle de l'environnement. Je ne vous dis pas l'inverse, mais il a aussi dit ras-le-bol de l'écologie. Non, mais parce qu'à un moment donné, quand vous êtes sur une réunion, et c'est vrai que maintenant, c'est amplifié d'ailleurs avec les réseaux sociaux, vous ne pouvez plus parler. Donc, vous ne pouvez plus avoir un petit état d'âme, un petit énervement, voire un agacement. Et donc, à un moment donné, c'est vrai il y avait un débat avec les agriculteurs sur le glyphosate. C'était au salon, oui, au salon de l'agriculture. Sur le glyphosate. Quel est le débat aujourd'hui ? Le débat, effectivement, on a un enjeu pour nos agriculteurs. Et donc, de la même manière, on pourrait dire, attendez aussi, il faut aussi qu'on s'occupe de nos agriculteurs. Et donc, l'agacement qu'il avait exprimé à cette époque, c'était parce qu'on était en débat, parce que les agriculteurs avaient vu leurs revenus diminuer, et que c'est vrai qu'on entendait beaucoup plus les écologistes qu'on ne pouvait entendre les agriculteurs dont les revenus avaient beau fortement diminué. Vous avez fait, vous aussi, ce chemin sur l'écologie ? Mais bien sûr. Vous savez, moi, depuis que je suis parlementaire européen, je suis très engagée sur ces questions-là, et notamment sur... Regardez on va parler sans doute des réfugiés, les réfugiés climatiques. Oui. Regardez tous ces bouleversements climatiques, tous ces drames avec les tsunamis, les typhons, tous ces bouleversements sont liés forcément à des changements climatiques. Et donc il faut bien s'en soucier. La force des choses, et a fortiori quand vous êtes un responsable politique, ces questions-là ne peuvent pas vous être étrangères. D'ailleurs, regardez, on a maintenant, même sur les questions régaliennes, le terrorisme, toutes ces mobilités sont maintenant assez liées. On va parler des immigrés, vous avez raison. Juste avant, je voudrais qu'on revienne à l'interview d'Emmanuel Macron, qui a eu l'occasion de répondre à Laurent Wauquiez, le nouveau président des Républicains. Vous l'avez soutenu pendant la campagne interne de votre parti. Laurent Wauquiez avait dit du président de la République qu'il avait la haine de la province et qu'il y avait chez lui un désert de l'âme. Réponse hier soir d'Emmanuel Macron. Ça, c'est un commentaire, je lui laisse, mais qui n'apporte rien au pays. Ça dit quoi ? Ça dit la haine qu'il a pour votre serviteur. Bon, je la lui laisse, qu'il vive avec, ça fera son quotidien. Mais ça ne fera pas manger les Françaises et les Français, ça ne fera pas progresser le pays. C'était inapproprié de la part de Laurent Wauquiez, ce type de commentaire. Il a la haine de la province ? Les mots, il faut faire attention aux mots qu'on emploie et c'est excessif. On ne peut pas avoir la haine. Enfin, moi, le mot haine... C'est difficile à manier. Et le désert de l'âme, c'était aussi une formule utilisée par Laurent Wauquiez dans ce texte. Alors... C'était peut-être une formule aussi utilisée, mais moi je suis là aussi pour répondre, notamment à l'interview, si on peut appeler ça une interview hier, d'Emmanuel Macron. Donc je ne vais pas commenter. Comment vous ? C'était pas mal, c'était un commentaire, cette déambulation c'était pas mal, on avait une visite en 3D, enfin c'était la journée du patrimoine hier pour l'Élysée, donc non mais c'était sympathique. Vous êtes ironique, c'était pas une interview ? Non mais... Enfin, en plus, moi je connais Emmanuel Macron, donc non mais c'est bien. Il parle de lui, il parle de sa vision des choses. Moi, j'ai trouvé que c'était plus une expression philosophique, je peux dire intellectuelle. Pourquoi pas D'accord, pourquoi pas. Mais quand on est président de la République et qu'on a un chômage de masse extrêmement important, quand il y a des inégalités, regardez le rapport qui vient de sortir il y a quelques jours, en disant que les inégalités n'ont jamais été aussi fortes dans notre pays. Il y a peut-être des urgences
qui sont beaucoup plus importantes que simplement sa petite personne. Bien sûr. Ah. Mais c'est votre opinion. Nous l'enregistrons comme ça. Non, mais les inégalités, c'est pas une histoire d'opinion, c'est un constat. Sur la forme de l'interview. Oui. Sur la forme. Moi, je veux pas commenter. Tout le monde dit que c'est révolutionnaire, que c'est génial, c'est moderne et tout. Dont acte. Voilà. Et dont acte aussi sur le mot de haine qu'il faut employer avec parcimonie. La polémique autour de Chambord, vous avez vu ça? Vous avez une opinion ou pas? Non. D'accord, très bien. Sur l'immigration, 7 maires de grandes villes signent un appel qui a lui aussi été beaucoup commenté, publié par le journal Le Monde. Alors il y a Strasbourg, Nantes, Alain Juppé à Bordeaux, Martine Aubry à Lille et Éric Piolle à Grenoble qui disait ceci hier soir sur France 2. Malgré une hausse du nombre de places qui a été organisée par l'État, cette hausse ne correspond en rien aux besoins. On retrouve des bidonvilles, comme on avait dans les années 60 et 70. On retrouve ça à l'échelle de la France. À l'échelle du bassin de vie grenoblois, on considère qu'il y a quasiment 500 personnes qui sont dans des bidonvilles. Alors lutter contre l'immigration clandestine, bien sûr, il faut le faire. Est-ce qu'on ne manque pas d'humanité aujourd'hui en France ? On ne peut pas dire ça, Monsieur Apathy. C'est vrai que quand même, la France, au-delà des clivages politiques, la France est un pays généreux. Et moi, je vous parle comme député européen également. Donc j'ai pu voir comment ça pouvait se passer dans d'autres pays européens. Vous savez, il y a des pays qui ont mis des murs en Europe pour empêcher que les migrants arrivent. Ce n'est pas notre cas en France. Pas assez de place, un accueil déplorable. Vrai, mais pourquoi il n'y a pas beaucoup de reportages sur le col de l'Échelle aujourd'hui en Savoie. Parce qu'il y a une forte augmentation d'arrivée de migrants. Et quand vous avez un afflux de migrants qui fuient ou la guerre ou la persécution, vous avez aussi un afflux de migrants qui viennent pour gagner leur vie. Mais c'est cette mère qui disent il faut mettre des moyens. Parce qu'on lutte contre l'immigration clandestine, et puis des gens de droite et de gauche, Alain Juppé a signé cet appel. Non, mais allez sur les On lutte contre l'immigration clandestine, mais les gens sont là, il faut quand même justement, donc il faut accélérer au minimum. Non, mais il faut accélérer les examens des procédures de demande d'asile ou d'autres choses, d'ailleurs, dès lors on dépose un dossier. Mais il faut aussi que les pays d'origine de ces ressortissants puissent nous donner très facilement les laissez-passer, parce que souvent ils n'ont plus de papier, ils brûlent leurs papiers, ou ils se débarrassent de leurs papiers, ou d'autres les ont perdus. Vous savez, quand vous traversez la Méditerranée, vous n'êtes pas à l'affût de garder votre papier forcément sur vous. Et donc les pays parfois ne coopèrent pas facilement pour qu'on puisse reconduire. Mais vous savez, Monsieur Apathy, moi j'ai pas besoin d'attendre les appels des maires pour aller sur les portes, sur toutes les portes aux portes de Paris, la porte de la Chapelle, la porte de Saint-Ouen, sous les ponts. Enfin, vous êtes en voiture, vous avez des migrants qui dorment sur les trottoirs, qui sont allés vraiment au centre de Paris. Donc moi, je n'ai pas entendu l'appel pour me rendre compte de cet afflux de migrants et qui pose un problème pour les migrants eux-mêmes, mais aussi pour tous les Parisiens, enfin tous les citoyens qui sont aux abords de ces campements. Vous restez avec nous, 8h41, l'essentiel de l'info avec Edwige Coupez. Daesh, la Syrie, le chômage, mais aussi la lutte contre le réchauffement climatique. Les thèmes abordés hier soir par Emmanuel Macron lors d'une interview diffusée sur France 2. Le président s'engage notamment à fermer les 4 dernières centrales à charbon françaises d'ici la fin du quinquennat, et ce au nom de l'urgence climatique. Sortir du nucléaire n'est pas une priorité pour le président. Difficile retour en classe ce matin pour les élèves du collège de Millas. Une équipe de soutien psychologique est sur place pour les accueillir. 5 de leurs camarades sont morts jeudi dernier dans la collision entre leur car scolaire et un train régional. 6 autres sont toujours hospitalisés avec un pronostic vital engagé. Le retour de Sebastián Piñera au Chili, le milliardaire de droite, a été réélu hier à la tête du pays avec plus de 54% des voix, 4 ans après son dernier mandat. Il succédera fin mars à la socialiste Michelle Bachelet. Conditions de circulation difficiles ce matin dans l'est de la France. Il neige sur l'est de la Bourgogne, sur la Franche-Comté, sur le nord de Rhône-Alpes. 8 départements au total sont en vigilance orange jusqu'à cet après-midi. France Info. Rachida Dati, ancienne ministre, députée européenne, maire du 7e arrondissement de Paris, l'invité de France Info, Jean-Michel Apathy. Et membre du parti Les Républicains, Laurent Wauquiez a été élu dimanche dernier président des Républicains. Vous avez voté pour lui, vous l'avez soutenu. Oui. Et lundi, Xavier Bertrand, sur France 2, a dit ceci. J'ai décidé de quitter définitivement les Républicains. Nous sommes dans une dérive, je ne reconnais plus ma famille politique, alors j'ai décidé de la quitter. Mauvais signe ? Mauvais signe quand quelqu'un d'aussi qui a une histoire, qui a un passé, qui a été associé au quinquennat de Nicolas Sarkozy. On a été tous les deux porte-parole pour Nicolas Sarkozy, on a porté cette campagne avec la victoire et le succès qu'on connaît. Mauvais signe quand on claque la porte comme ça ? Non, moi je trouve que c'est dommage, mais beaucoup
voulaient se présenter à la présidence, ils n'y sont pas allés. La deuxième chose, beaucoup, y compris les commentateurs, y compris les journalistes, pensaient que Laurent Wauquiez allait faire un très mauvais score et que ça n'allait pas mobiliser. Non, non, mais c'est pas du tout... C'était pas des bons journalistes, ça. C'est vous qui le dites. Oui, c'est moi. Je peux m'y associer. Et donc, on a vu le score, on a vu la mobilisation. On ne peut pas contester la légitimité de Laurent Wauquiez. Non, c'est le fait qu'il claque la porte, oui, la division du parti. C'est sa décision. Mais vous comprenez son choix? C'est son choix. Alors, j'ai cru comprendre aussi qu'il avait aussi un autre calendrier, un autre agenda d'ici quelques temps, sans doute pour la présidentielle. Puis je pense que comme Emmanuel Macron a gagné son parti, peut-être qu'aujourd'hui, certains peuvent se dire on peut être candidat à l'élection présidentielle et peut-être gagner son parti. C'est son choix, voilà, moi je le respecte, mais nous, on a une autre urgence. Moi, ce que je n'aime pas aujourd'hui, c'est de dire la droite est dans un mauvais état. Non, regardez le nombre de militants, regardez le nombre d'élus locaux. On est la première force politique française, on est la première force vive en France. Donc alors que les ténors soient à bout, oui, qu'ils soient à terre, oui, qu'ils y restent aussi, et qu'ils ne nous entraînent pas avec eux, qu'on ne décourage pas nos militants et nos élus locaux. Non, on dit que les Républicains sont en difficulté parce qu'une majorité de sympathisants de droite et des Républicains, une forte majorité soutient Emmanuel Macron. Non, c'est pas une... D'abord, donc ça peut être compliqué à gérer. D'abord, Emmanuel Macron, il y a quelques réformes qu'il a mis en œuvre qui appartiennent à notre programme. Parce que nous, on n'a pas perdu... Oui, la droite, d'où la difficulté. Oui, non, mais la droite n'a pas perdu l'élection présidentielle. C'est François Fillon qui l'a perdu. Voilà, donc aujourd'hui... c'est une nuance. Non, mais ce qui est une nuance, ce qui est vrai. Et donc, il y a une partie des réformes qu'il peut porter sur l'immigration, même sur le droit du travail, la réforme du droit du travail. Vous savez très bien que moi, je n'étais pas totalement favorable à une partie de la réforme. Parce que quand on voit qu'il faut plafonner les indemnités de prud'homme... Oui, on ne va pas refaire ce débat. Non, c'est pas ça. Mais le débat est important, puisqu'on dit que ces réformes sont révolutionnaires. Et on a institué le contrat de mission, le contrat de chantier, que mon père a connu quand il est arrivé en France dans les années 60. Donc, moi, je ne pense pas que ce soit du progrès social que de revenir à ce type de contrat. Mais ça déséquilibre un peu la droite, c'est ce que vous dites. Non, ça ne déséquilibre pas. Parce que nous, on sait où on habite, on connaît nos valeurs et on connaît nos fondamentaux. Moi, je ne veux pas qu'on décourage nos élus locaux qui sont nombreux et nos militants. Nous sommes la première force vive politique française. Donc, les ténors sont au bout de leur vie politique. Et donc, il faut éviter qu'ils nous entraînent avec eux. Attendez, la première force, non, il y a En Marche. Non, pas en termes de militants et pas en termes d'élus locaux, je suis désolée. En nombre d'élus. Non, mais là, vous faites les... Honnêtement, personne n'en sait rien. Ici, vous êtes les professionnels du tchèque, là. Oui, du fact-checking. On va fact-checker. On est incapable de savoir combien il y a de militants. Les élus locaux, les adhérents. Il y a toujours eu des chiffres fantaisistes. Non, mais les élus locaux, oui, effectivement. Sur les élus locaux, il n'y a pas photo. Voilà. Et les adhérents à jour de leur cotisation. Non, mais c'est quand même, c'est pas rien. La gauche ne peut pas se targuer de ça. Comme il n'y a pas de cotisation en marche, effectivement... ils ont fait un appel aux dons, d'ailleurs. Vous avez vu que les cotes de popularité d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe remontent, ce qui est un peu inattendu, parce que d'habitude, quand ça commence à baisser, ce qui a été le cas des deux hommes, en général, ça continue. Là, ils remontent. Et c'est notamment dans l'électorat des Républicains que les deux retrouvent du crédit. Donc, en attendant que on voit bien que leur action vous affaiblisse un peu, quand même. Non, mais en attendant que nous, on reprenne les rênes de notre ligne politique et des débats. Et puis, la droite française, elle existe. La droite existe en France. On ne peut pas le négliger. Et puis, la force et la popularité d'Emmanuel Macron, c'est vrai, il tire ça d'où? Il tire ça qu'il a fait éliminer une grosse partie de la nomenclatura politique française qui tenait la vie politique depuis des siècles et des siècles. Mais attention, de ne pas remplacer une nomenclatura par une autre. Parce que moi, je connais Emmanuel Macron et son entourage. C'est les grandes écoles, c'est quand même une classe sociale très privilégiée. Donc peut-être que c'est juste un changement de génération. C'est la deuxième fois que vous dites « je connais Emmanuel Macron ». Non, mais quelle image vous avez de lui comme dirigeant politique? C'est un homme sympathique. Et moi, je pense que... sympathique, c'est une chose. Oui, non, mais il est efficace. Sympathique. Un bon président? Il peut être efficace, on va voir les résultats. Un bon président, comme ça, 7 mois? Non, mais il incarne bien la fonction, ça c'est vrai. Moi, je vois qu'il voyage, et puis par mes fonctions européennes, il incarne la fonction. Je trouve qu'il a bien restauré la grandeur de cette fonction. Je trouve que c'est important. Donc voilà, moi, je peux dire ça de lui. Mais moi, je pense un jugement plutôt positif après 7 mois. Mais, parce que je juge un style.
Aujourd'hui, on ne juge pas la ligne politique, on juge un style. La ligne politique aussi, vous pouvez la juger. 7 mois après, quelle est la ligne ? Il y a des choses qui ont été faites quand même en 7 mois. Eh bien oui, la réforme les ordonnances du droit du travail, on va voir quels vont être les résultats, puisqu'il a dit on verra d'ici 5 ans. Donc moi j'attends, on n'est qu'à 7 mois. Sur la politique étrangère, moi je suis désolée, regardez la Syrie, l'état dans lequel la Syrie et l'Irak, certes, l'État islamique a reculé, mais l'idéologie n'a pas reculé. Et on le voit d'ailleurs en Afrique subsaharienne, on voit les dégâts de cette idéologie. Le terrorisme ne cesse pas. Donc sur le climat, c'est bien d'être devenu écologiste. On va voir quels vont être les résultats portés. Et sur l'Europe, moi quand je vois que l'Autriche nomme 3 ministres régaliens, on va en parler. En provenance issue de l'extrême droite, je pense qu'en Europe, on n'a pas encore tout gagné. Hein. Donc on en a presque déjà parlé. Alors, on a vu que Xavier Bertrand était... C'est pas mal, non ? Je vous devance. On va finir plus tôt. Xavier Bertrand Vous voulez que je range ? On peut déambuler aussi, on peut faire un petit rangement et tout. Ça va, allez, on va rester assis. Pouf, pouf. Xavier Bertrand est parti. Valérie Pécresse, dans le journal du dimanche, dit « Je reste ». C'est une bonne nouvelle ? C'est bien. Ouais, d'accord. Elle est présidente de région, elle reste, c'est très bien. Et elle dit aussi ceci qui nous a interpellés, on va le voir dans le journal du dimanche. Elle dit « J'ai décidé de porter une parole radicalement féministe en politique ». Vous la soutenez quand elle dit ça ? Je ne peux pas dire que je ne suis pas féministe. Donc oui, je soutiens la parole féministe. Radicalement féministe. Sous-entendu, il y a besoin. Ah c'est sûr qu'il y a besoin. C'est moins qu'on puisse dire. Chez vous ? Chez tout le monde. Ah bon, parce que mais toutes les affaires qui sont sorties, ça concerne que la droite. Il faut arrêter. Si je puis dire, vous habitez chez les Républicains. Il y en a besoin chez vous ? J'habite chez les Républicains. Il y en a besoin chez vous ? Il y a beaucoup à faire. C'est vrai ? Et puis chez les autres aussi. D'accord. Vous avez dit, je ne peux pas dire que je ne suis pas féministe. Vous auriez pu dire, je suis féministe. Je suis féministe. Voilà. Mon seul parcours, franchement, j'en ai mangé. Depuis très longtemps. Le féminisme, c'est autre chose. C'est pas seulement une histoire de parcours, c'est une histoire de conviction. Il y a beaucoup de femmes qui se disent pas féministes. Si, parce que votre parcours forge quand même aussi vos convictions, surtout quand vous connaissez des difficultés. Donc le parcours peut contribuer à cela. Et moi, je vais vous dire, si je fais de la politique, c'est parce que mon parcours m'a convaincu de me battre pour des idéaux, pour des idées, et puis aussi de me battre pour des débats. C'est pour ça que, généralement, ça ne m'est pas encore arrivé, mais je n'ai jamais trahi ni mes idéaux, ni mes convictions, et encore moins mes amis, notamment politiques. Vous restez avec nous, Rachida Dati. Vous restez aux Républicains, oui. 8h50. Voici l'essentiel de l'info avec Edwige Coupez. Il y aura du monde sans doute pour accueillir en fin de matinée à l'aéroport de Roissy les handballeuses françaises, tout juste sacrées championnes du monde. Les Françaises accrochent une 2e étoile à leur maillot. La même année que les garçons, c'est du jamais vu depuis les Soviétiques en 82. Gemalto maintient son plan social, 288 postes supprimés, mais le rachat par Thales ce week-end va faciliter les reclassements internes pour les salariés concernés. C'est ce que dit la direction de Gemalto ce matin. Le retour de la vignette, 17 ans après sa suppression, l'option en tout cas est sur la table selon le Parisien. L'objectif est de trouver de nouveaux financements pour entretenir les routes. Nid de poule, ligne blanche effacée. En 5 ans, la France est passée de la 1e à la 7e place d'un classement mondial. Et puis Sébastien Kurz, investi chancelier, ce sera tout à l'heure à Vienne en Autriche. Le leader conservateur prend la tête d'un gouvernement où son allié d'extrême droite, le FPE, détiendra notamment l'intérieur, la défense et les affaires étrangères. Plusieurs organisations de gauche et de défense des droits appellent à manifester au même moment devant le palais présidentiel. Rachida Dati, ancienne ministre, députée européenne, maire du 7e arrondissement de Paris, l'invité de France Info, Jean-Michel Apathy. Edwige Coupez le mentionnait à l'instant, 6 ministres d'extrême droite en Autriche, mais 3 avec des portefeuilles importants. Régalien, oui. Intérieur, diplomatie, défense. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Pas grand-chose. C'est pour ça que quand on dit que l'Europe a besoin d'être réoxygénée et sur le leadership, c'est important. Mais il faut travailler avec des ministres d'extrême droite. On ne peut pas boycotter. Il y a 15 ans, il y il y eu des mots d'ordre et des pratiques de boycott. Oui, exactement. Et là, cette année, non, c'est pas possible. Là, quand vous avez des conseils européens, je pense pas, et quand vous aurez des conseils des ministres européens, je ne vois pas comment vous boycottez le ministre qui a été nommé par un chancelier élu. On l'a fait il y a 15 ans. Pardon ? On l'a fait il y a 15 ans. Oui, mais moi, je pense qu'on a vu le résultat. Parce que l'extrême droite n'a pas reculé.
Et moi, je pense que c'est comme les questions du Front National en France pendant longtemps. On disait, est-ce qu'on doit débattre avec eux, est-ce qu'on doit discuter avec eux? Moi, je pense qu'il faut débattre avec tout le monde et de tout. Surtout quand les personnes sont élues. Est-ce que la mécanique européenne est suffisamment forte pour digérer, en quelque sorte, ces personnalités-là, leurs programmes, leur manière d'être? Ou est-ce que ça peut être, à l'inverse, des ministres qui empêchent l'Europe de fonctionner? Ça peut être des ministres qui peuvent empêcher l'Europe de fonctionner. Donc tout l'enjeu aujourd'hui pour la France, pour le président français, pour aussi les autres États membres, c'est de contrer tout cela. Parce qu'ils peuvent empêcher effectivement l'Europe de fonctionner. La preuve, c'est que quand on parle par exemple de l'écologie. Vous savez que, d'ailleurs, Bruno Le Maire était contre. J'avais eu une discussion avec Nicolas Hulot sur justement la finance verte, pour verdir la finance, pour financer ces transitions environnementaux. Et Bruno Le Maire était contre la transaction financière pour financer l'écologie. Maintenant, ils y viennent. Puisque Bruno Le Maire, il serait favorable. Mais cette transaction financière, elle est sur la table depuis 1972. Donc il y a eu de nombreux États membres qui étaient contre. Donc, il faut soutenir ce genre de... Oui, mais pourquoi je vous prends cet exemple? Ça veut dire qu'on peut être bloqué sur d'autres aspects et d'autres mesures. Et des mesures importantes pour l'Europe et importantes pour les citoyens européens. Qu'est-ce que vous avez pensé des propositions d'Emmanuel Macron? Le discours qu'il a fait à la Sorbonne sur l'Europe? Un discours qui vous paraît être juste, positif, que vous soutiendriez? Ça va vous faire sourire, mais moi je suis très sérieuse. Il a pris à peu près le même discours. Moi j'y étais. D'ailleurs, c'était pas la Sorbonne, mais c'était à la Maison de la Mutualité. Le discours de Nicolas Sarkozy, au moment où il lance les élections européennes en 2009, c'est exactement le même discours. Donc vous pouvez soutenir les propositions d'Emmanuel Macron. Mais moi, vous savez, les principes, on les soutient toujours. Et pourquoi je vous pose la question? Parce que nous avons reçu ici, il y a un mois, c'était à la mi-novembre, celui qui est devenu l'un des vice-présidents des Républicains, Guillaume Pelletier, qui, à propos de l'Europe, vous êtes député européenne, Rachida Dati, ça va vous intéresser. Guillaume Pelletier, à propos de l'Europe, disait ceci. Qu'est-ce que porte Alain Juppé? Qu'est-ce que porte Emmanuel Macron sur la question européenne? Ce sont les frères siamois d'une vieille Europe, d'une Europe démodée, d'une Europe ringarde. Quelle est l'Europe que j'appelle de mes voeux? Protéger notre économie à travers le patriotisme économique, protéger nos intérêts commerciaux à travers des frontières commerciales, protéger nos peuples à travers des frontières migratoires. Vous êtes plus proche d'Emmanuel Macron ou de Guillaume Pelletier? Ça, c'est une discussion parce que justement, après ces propos, Arnaud Danjean avait interpellé Laurent Wauquiez, d'ailleurs, sur les propos de Guillaume Pelletier. J'y étais. Et effectivement, nous, on a plutôt défendu une Europe qui protège. En bureau politique ou... Non, c'était à Bruxelles, puisque Laurent Wauquiez était venu nous voir en délégation. Et avec Arnaud Danjean, on défend l'Europe au sein de laquelle on travaille. On est parlementaires européens. On est au cœur de la machine. Donc, nos combats sont difficiles. Hein. Moi, je suis en charge de la lutte contre le terrorisme et la lutte contre la radicalisation. C'est pas simple, mais j'ai réussi en un mandat à faire adopter un rapport. D'ailleurs, maintenant, les mesures ont commencé à être adoptées en France, mais on se bat pour effectivement convaincre les autres États membres de la nécessité de cette Europe qui protège, mais pas d'une Europe qui se barricade, enfin, pas d'une Europe dont les États membres se barricadent entre eux. Donc, Guillaume Pelletier? Donc, on avait un peu contesté ses propos. Et il est vice-président de... Est-ce que ça veut dire que Laurent Wauquiez n'a pas arbitré entre ces deux lignes? Je ne suis pas d'accord avec vous. Ah non, c'est une question que je pose. Oui. Est-ce qu'il n'a pas arbitré? Alors, je ne suis pas d'accord avec la philosophie de la question. C'est qu'il peut être parmi les dirigeants, mais ce n'est pas lui qui décide de la ligne. On va avoir un débat et on va décider collectivement de notre ligne et de ce qu'on incarne et ce qu'on porte au niveau européen. En tout cas, les parlementaires européens que nous sommes, les Français que nous sommes au Parlement européen des Républicains, on défend tous la même ligne. Voilà. Vous êtes député européen depuis 2009, Rachida Dati. Vous avez envie d'y retourner? Moi, je vous avoue que sur mon premier mandat, j'étais sur les questions plutôt économiques. Sur la fin du premier et du deuxième, moi, je suis sur les questions régaliennes de lutte contre le terrorisme, de la lutte contre la radicalisation. Moi, j'ai fait des rapports vraiment très intéressants qui ont été adoptés, notamment, vous savez, suite à une visite que j'ai eue à Guantanamo et dans d'autres endroits. C'est vrai que je me suis rendu compte que quand vous vous battez, quand vous avez de la volonté politique, quand vous avez un peu de ténacité, ce qui ne me manque pas, et que vous avez des vrais résultats, franchement, je trouve qu'aujourd'hui, je pense, pour la France, sur des questions aussi cruciales que la sécurité, la justice, la lutte contre la radicalisation, mais également sur les systèmes pénitentiaires, ça se joue au niveau européen. Donc là, la question se pose en ce moment. Et donc, vous avez plutôt envie de continuer? En tout cas, les combats européens, quelle que soit ma décision, je les poursuivrai.
D'ailleurs, moi j'ai contribué, vous savez, à la création du parquet européen. Pour finir, une note d'humour? Sur quoi? On a lu ça après l'élection de Laurent Wauquiez. Vous avez passé un coup de fil à Brice Hortefeux. Non, si. Et vous avez dit ceci à Brice Hortefeux, que l'on va voir, vu comment tu as soutenu Laurent Wauquiez, vu tout ce que tu as fait pour Laurent Wauquiez, et comme vous êtes inséparables, on peut dire que tu es un peu sa first lady. Non, mais je lui ai dit, c'était après la victoire de Laurent Wauquiez, je lui ai dit, dis donc, t'es un peu partout, on dirait sa première dame. Voilà, c'était pour rire. Voilà. C'était pour rire. Hein. Voilà. Et après, vous avez appelé un journaliste pour dire, j'ai fait cette blague. Non, pas du tout. J'ai pas du tout appelé le journaliste. C'est Brice Hortefeux qui a appelé le journaliste? Non, pas du tout, c'est il y a quelqu'un à qui je l'ai raconté. Ah, quelqu'un à qui vous l'avez raconté. Alors, vous avez identifié la source? Oui. D'accord. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas trop parler. Il ne faut pas trop parler. Voilà. Merci beaucoup, Rachida Dati. Bonne journée.